Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à votre podcast préféré. On garde le rythme, c'est ça le but. Donc semaine 6 déjà. Semaine 6, wow! J'ai l'impression que c'était hier notre première rencontre où vous alliez découvrir Jean-François Sénéchal qui pète les plombs. Au hockey, rappelez-vous, hein, c'était le bon temps. Donc, module 6 cette semaine. Écoutez, la semaine dernière, je vous ai raconté, rappelez-vous, l'histoire du professionnalisme. Une belle histoire. Je me suis assis à l'avant de la classe. J'ai sorti ma chaise berçante. Puis, je vous ai raconté l'histoire du professionnalisme. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais c'est un peu l'idée. Puis vous avez maintenant déjà une idée du résultat hein, de cette histoire du professionnalisme. Donc, d'abord l'existence d'un code, hein, c'est important depuis 1973. Un beau code des professions, un code de déontologie. D'ailleurs, avez-vous lu votre code de déontologie? Hein, l'avez-vous trouvé? Il faudrait commencer à faire ça, là. Allez sur Internet, cherchez votre code, trouvez-le, puis lisez-le, ou prenez un café solide, puis après ça, lisez votre code. Vous allez voir, le code est très simple, je dirais, qui est construit. Sa structure, là, je pense, la structure en dit beaucoup sur le contenu. Donc, on a trois parties du code. La structure est divisée en trois parties. La protection du public, donc votre devoir de protéger le public. Le deuxième, le devoir de protéger le client. Donc, protéger le client, c'est la deuxième partie. Puis le client, là, pour votre ordre, encore une fois, je le rappelle, c'est votre patron. Donc, protéger le public, protéger le client, hein, qui est le premier bénéficiaire de vos services. Puis c'est qui? C'est souvent le patron. Puis, la profession. Donc, la troisième partie, c'est sur la profession. Là. Donc, je dirais que c'est les devoirs et obligations envers vos collègues, envers la protection du titre, la protection des actes. Donc, ce qui tourne à l'interne. Là. Protéger aussi celles et ceux qui ont les mêmes occupations et valeurs que vous. Donc, un beau code de déontologie, là, trouvez-le, lisez-le, c'est pas long. Si vous faites ça, ben, vous avez déjà atteint l'objectif du module 6. Donc, je vais passer à travers les différents objectifs aujourd'hui du module. Là, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, l'objectif 1, c'était d'être capable d'énoncer les principaux traits de votre code de déontologie. Puis, ben, ça va. Vous avez réussi si vous m'avez déjà écouté. Là. Donc, les principaux traits, là, c'est les trois principales parties. Donc, les trois principaux destinataires, puis trois principaux destinataires qui sont partie intégrante non seulement du code, mais même de la structure pour vous aider à les retracer, pour ceux qui auraient de la difficulté à s'en rappeler. Le deuxième objectif du module 6, c'est le suivant, c'est de connaître les principales valeurs de votre profession. Donc, connaissez-vous les valeurs de votre profession? Je dirais que le podcast, là, surtout pour l'épisode, là, j'ai décidé de me concentrer surtout sur ce deuxième objectif, donc les valeurs de votre profession. Donc, on va se concentrer un peu là-dessus parce que ces valeurs, ce sont souvent les mêmes valeurs là, d'une profession à l'autre. Vous savez, là, nos institutions, vos ordres aiment ça aussi, les compagnies aiment ça aussi. Là, on choisit un énoncé de valeurs, là, puis on affiche nos grandes valeurs sur la page d'accueil ou dans la partie là, mission, histoire, mission et valeurs. Là, souvent, là, les institutions aiment bien ça, dire quelles sont leurs valeurs. Malheureusement, ces valeurs ça reste souvent une liste de valeurs souvent désorganisés, sont cités sans même les définir, hein, c'est-à-dire on a beau dire responsabilité, OK, mais c'est quoi que ça veut dire être responsable? Est-ce qu'on peut au moins tenter de définir un peu les termes ou de donner quelques exemples pratiques où la compagnie, l'institution, l'organisation a mis en œuvre ou c'est assuré que cette valeur-là était active. Ce n'est pas juste cosmétique, tout ça. Là. Ça a
un vrai sens, tout ça. Donc, j'aimerais faire avec vous un peu d'ordre dans ces valeurs, donner un peu de substance, hein, au lieu de les citer comme ça, pêle-mêle, puis se dire, ben, tout le monde sait c'est quoi, l'honnêteté. Oh, ouais, mais en même temps, prenons le temps de donner un peu de substance, de contenu à des mots qui sont souvent chargés, riches, profonds, mais autour desquels on a de la difficulté à faire du sens dès lors qu'on se met à poser quelques questions supplémentaires. Donc, la première catégorie de valeurs qui sont citées par vos ordres, c'est la compétence. Donc, vos ordres professionnels le disent d'un ordre professionnel à l'autre, être compétent. Donc, typiquement, là, on cite cette valeur-là. C'est souvent parmi les premières. Ça va être décliné de plusieurs façons. Mais je dirais que si on avait à donner un contenu à tout ça, c'est l'idée que on trouve important que vous soyez savant. Hein, savant au sens d'avoir des connaissances, que vous soyez instruit, que vous soyez expérimenté. Donc, un savoir pas seulement théorique, là, mais un savoir pratique. Donc, que vous soyez compétent, c'est être outillé justement pour défendre ce savoir, pour mettre en œuvre un savoir, la science, la technique que vous maîtrisez. Donc, compétences. Et vos ordres professionnels vont donner à cette valeur de compétence toutes sortes de déclinaisons, je dirais. Donc, il y a entre autres là, le devoir de la connaissance continue. Donc, de votre connaissance doit être évaluée à l'entrée. Donc, une fois qu'on fait partie d'un ordre professionnel, mais la connaissance doit aussi, qu'elle soit théorique ou pratique, être évaluée au cours de l'exercice de la profession, donc de la formation continue. Puis, dans certains ordres professionnels, on ajoute à cette valeur de compétence une contrepartie, je dirais le revers de la médaille, c'est la... Bon, il y aurait l'incompétence qui serait sanctionnée, mais il y a quelque chose de plus riche qui est l'idée d'humilité liée à la connaissance. Donc ça apparaît aussi dans certains ordres professionnels. C'est-à-dire qu'être savant, puis avoir un certain savoir pratique et théorique, mais aussi connaître les limites de ce savoir, hein? Les limites de ses compétences aussi. Je me sais compétent, je suis convaincu d'être compétent, j'ai certaines expertises, je vais assumer cette expertise, mais je connais aussi les limites. Donc, si vous avez besoin d'une image là, pour incarner justement cette valeur de compétence, c'est la valeur de sagesse aussi, hein? Donc, être compétent, mais aussi savoir les limites de ses compétences. Donc, humilité, sagesse, c'est aussi des termes qui sont souvent liés à la valeur de compétence. Si vous voulez connecter avec votre culture geek et la culture populaire, disons, imaginez Gandalf peut-être, ou Dumbledore, hein? C'est-à-dire que des personnes hyper compétentes qui ont des connaissances théoriques presque infinies, mais en même temps qui se savent humbles, qui connaissent les limites de ce savoir, qui sont prudents lorsqu'ils vont utiliser ce savoir de façon à ce que ça ne se détourne pas de leur propre pouvoir ou du bien-être et du bien commun. Donc ça fait partie de la première grande famille de valeurs, la compétence. Puis si on avait à donner de la richesse à tout ça, c'est notre rapport au savoir-faire, puis aux limites, hein, de ce savoir et savoir-faire. Donc ça, c'est la première famille de valeurs. D'autres valeurs, il y a la deuxième que j'aimerais aborder avec vous, c'est la valeur d'honnêteté. Donc celle-là, elle est répandue, surtout parmi vos ordres professionnels, on va vous le rappeler. Soyez honnête. Puis, qu'est-ce que ça veut dire être honnête? Hein, être honnête, si vous prenez le temps d'y réfléchir, je dirais qu'il y a deux principaux sens à honnêteté. Hein, le premier sens, c'est le sens de justice. Et le deuxième sens, c'est le sens c'est associé à la valeur de vérité. Donc, être honnête, c'est associé à deux sous-valeurs, je dirais. Donc, justice
et vérité. Donc, le premier sens, être honnête, je le disais, être honnête au service de la justice, c'est-à-dire être honnête, quand on utilise cette expression-là, ça va être quelqu'un qui se conforme aux lois, aux règles, aux normes. Donc, qui connaît les lois, les règles, les normes, mais qui aussi va accepter de se conformer à ces lois, ces règles, ces normes. Donc, puis en plus, qui est capable de dépasser ces normes, c'est-à-dire qu'il ne va pas seulement les suivre bêtement, mais il comprend aussi le sens et la pertinence de ces normes. Donc, être honnête, en ce premier sens, c'est l'idée de justice. Le deuxième sens, lorsqu'on dit être honnête, c'est dire la vérité. Donc ça, c'est plutôt dans le sens commun, soit honnête, dire la vérité, dire vrai, s'appuyer sur des faits, la rigueur, la raison, s'appuyer sur la science. Donc tout ça, en plus, ce sont des termes riches et complexes aussi, mais je dirais que la valeur de vérité, elle aussi, elle est complexe. Lorsqu'on lit un peu en philosophie du savoir, ce qui s'appelle l'épistémologie, quand on s'intéresse à cette question-là, la question de la vérité, sur quoi ça repose, c'est quoi ses limites. Typiquement ben, en philosophie notamment, cette idée-là de vérité, il y a, du moins la sagesse commune, refuse l'idée d'une vérité avec un grand V là, qui serait là, qui serait immuable, définitive, unanime. Hein. Donc ça fait partie de la sagesse. En fait, lorsqu'on parle de vérité en philosophie, c'est davantage la quête de vérité qui est peut-être la posture la plus sage. Donc, pas prétendre détenir la vérité, mais la chercher intensément et avec méthode et rigueur. Donc, pour les philosophes des sciences, si ça vous tente d'explorer cette piste de réflexion-là, il faut aller lire Karl Popper, par exemple, Bruno Latour, ça c'est plutôt de la sociologie des sciences, mais je dirais commencer peut-être par Popper, qui est un grand philosophe des sciences qui s'est demandé exactement ça. La vérité, c'est quoi? Mais pour lui, la vérité, c'est un mouvement. Je le disais, c'est une quête. Puis les professionnels en sciences et génie sont constamment dans cette quête. Pas prétendre détenir la vérité, mais la chercher. La chercher avec rigueur, passion, méthode, je le disais. Donc, et une fois qu'on arrive à une conclusion, on doute encore. Mais ce sera la vérité provisoire. On va s'appuyer sur ces données, sur ces faits. Ça pourrait être contredit, mais en même temps, c'est ce qui est le plus solide en ce moment. Donc ça, c'est la vérité, je dirais, scientifique, caressée par les sages, idéalisée par les philosophes. Puis on en a eu besoin, là, admettons-le, de ce genre de posture-là par rapport à la vérité dans les dernières années. Là, rappelez-vous, pendant la pandémie, là, celles et ceux qui prétendaient détenir la vérité, ceux-là sont un peu plus malcommodes ou maladroits dans leur discours, alors que, vous l'avez vu un peu, le discours des scientifiques, c'était beaucoup plus mesuré, hein. C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes d'incertitudes. C'est sûr que le public aime ça, avoir des certitudes, mais la position typique du scientifique, c'est justement cette posture-là d'incertitude. On a des certitudes, on a des études, mais en même temps, ces études-là sont provisoires, sont là, ça vient d'apparaître. Donc, je pense que c'est le défi, là, lorsqu'on parle de vérité, c'est s'appuyer sur quelque chose qui est vrai, qui est solide et en même temps qui pourrait être éventuellement remplacé par d'autres faits, par d'autres encore plus rigoureux, par d'autres études encore plus sophistiquées et fortes. Donc voilà, être honnête. Hein, c'est riche tout ça, être honnête. Être honnête au sens de d'abord servir la justice, je l'ai dit, les lois, les règles, et aussi être honnête, servir la vérité, avec toutes les nuances qu'on peut faire autour de ce concept même de vérité. Donc, puis si vous avez besoin d'un
d'un autre super-héros là, pour incarner cette vérité-là, ben, dans le comic book, c'est bien exploité. Là. Pensez seulement à Wonder Woman là, avec justement son lasso de la vérité, puis Capitaine America avec son bouclier de la justice chez DC, les Justice League of America. Donc, cette valeur-là de justice, d'honnêteté, de vérité, ça fait partie de notre bagage d'idéaux. Et ces idéaux-là figurent aussi au cœur de vos différents ordres professionnels. Être honnête, servir la vérité, servir la justice. Troisième catégorie, on explore toujours les valeurs qui sont au cœur de vos ordres professionnels, mais des valeurs qui sont souvent listées là, sans jamais leur donner un peu de contenu. Donc, troisième catégorie de valeurs, c'est la responsabilité. Ça, c'est une valeur qui est vraiment citée souvent. Être responsable ou soyez responsable. Hein, c'est simple. Soyez responsable. Oui, mais c'est quoi que ça veut dire être responsable? Bien, justement, hein, il y a plusieurs sens à ça. Je me permets de vous en dire déjà 2, mais on va revenir au module 7. Là, on va prendre le temps d'explorer cette valeur-là centrale. Hein, on parle de responsabilité professionnelle. Il faut au moins prendre le temps de définir qu'est-ce que ça veut dire être responsable. Mais je dirais que typiquement, on a deux grands sens à responsabilité. Le premier sens, on dit qu'il est rétrospectif, c'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a été commis comme geste. Hein? Donc, rétrospectif. On regarde dans notre rétroviseur, puis on regarde qu'est-ce qui a été fait. Puis qu'est-ce qui a été fait? Bien, justement, la personne sera responsable de ce qu'elle a fait dans le passé. Donc, c'est l'idée d'imputabilité. Je vais répondre. Responsabilité, c'est ce que ça veut dire. Là. Respondere. Je vais répondre de mes actes, des actes que j'ai posés. C'est un concept qui est souvent utilisé. Cette forme de responsabilité rétrospective, là, vous allez la trouver dans le droit. Donc, responsabilité criminelle, toutes sortes il y a des gestes qui ont été commis, puis ces gestes-là, mais il y a quelqu'un qui va assumer, qui doit payer, qui est imputable, vers qui on doit pointer le doigt accusateur, mais c'est cette personne-là qui sera responsable. Responsable au sens rétrospectif. Il y a un autre sens qui est le sens prospectif, c'est-à-dire qu'avant même de poser des gestes, je suis responsable. Donc, typiquement, c'est l'idée qu'un rôle m'est confié. Soyez responsable, ça veut aussi dire assumer le rôle qui vous est confié, assumer les devoirs et obligations qui vous sont confiés, les tâches qui vous sont confiées. Donc, dans votre cas, ben, protégez le public, protégez le client, protégez vos pairs. On fait un petit retour sur ce qui a déjà été vu. Et responsabilité. Donc, soyez responsable. On va y revenir au module 7. D'ailleurs, on va emprunter l'image toujours avec les liens avec la culture geek. On va voir, bien évidemment, Spider-Man, notre Peter Parker et surtout son oncle, Ben, qui lui rappelle d'être responsable. Hein. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. C'est riche, c'est profond. Puis, on va prendre le temps. On a déjà fait un bout de la réflexion, là, mais au module 7, on va prendre le temps là, de bien faire le tour. Enfin, quatrième catégorie de valeurs, donc des valeurs qui sont promues par vos ordres, qui sont souvent listées, mais qu'on ne prend pas le temps de définir. La valeur, c'est la protection du public. Ben oui, ça, c'est présent dans tous vos codes de profession. Puis, rarement, on prend le temps de définir c'est qui le public. Protéger, mais protéger qui? C'est qui ce public? Puis la réponse que je vais vous dire, c'est simple, mais en même temps, c'est compliqué. Le public, c'est qui? Bien, le public, c'est tout le monde. Tout le monde. Votre client, votre patron, le client de votre patron, votre mère, votre soeur, votre voisin, une personne anonyme que vous ne connaissez pas, c'est eux le public. Donc, lorsqu'on parle de sécurité du public, santé publique, le bien public, le bien commun, assurer la paix sociale, tout ça, ça cerne qui, ça identifie, ça tente de protéger qui? Le public. Le public étant qui? Le public étant
tout le monde, protéger le public. Donc, 4 grandes familles de valeurs. Vous allez trouver toutes sortes de déclinaisons. C'est pour ça que j'ai pris le temps là, de définir, voir avec vous les différents sens, parce que moi, je les nomme la compétence, l'honnêteté, la responsabilité et la protection du public. Mais vous allez voir, quand vous allez explorer les valeurs promues par votre ordre professionnel, vous allez voir toutes sortes de déclinaisons de ces 4 grandes valeurs, mais à la fin, c'est surtout ces 4 grandes valeurs là, que vous allez retrouver. Puis la protection du public, on va prendre le temps là, de peut-être l'approfondir au module 11 là, lorsqu'on va parler du rôle social, de votre rôle social, donc de votre rôle pour protéger le public. Donc voilà plusieurs belles grandes valeurs que j'ai tenté de regrouper dans 4 grandes familles: compétence, honnêteté, responsabilité, protection du public. Donc de belles valeurs. On prend rarement le temps de les définir, d'y réfléchir. Puis voilà, des termes qui sont riches, immenses. Puis je voulais au moins prendre le temps de vous les présenter. Puis c'est l'objectif 2 de ce module 6. Présenter les valeurs de votre profession. Donc, êtes-vous capable de les nommer? Êtes-vous capable d'en parler un peu, de les définir, de les reconnaître, de les nommer? Donc, ça fait partie de l'objectif numéro 2 de ce module 6. OK, continuons avec un autre objectif de ce module. C'est l'objectif 3 du module 6. L'objectif, c'est de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Donc, vous prononcez sur la pertinence. Est-ce que c'est pertinent, cette réglementation de la profession au Québec? Donc, avant de dire si c'est pertinent ou pas, ce que je vous propose en classe, c'est d'explorer quelles sont les règles. Donc, à quoi elle ressemble, cette réglementation? Ça me semble logique, là, avant de dire que quelque chose est pertinent, on va aller voir cette chose en question. Puis, dans ce module, puis dans l'enregistrement de cours, on va explorer justement à quoi elle ressemble, cette réglementation aujourd'hui. À quoi elle ressemble la structure. Donc, observer les principaux acteurs de cette structure, les différentes parties prenantes, les différentes instances. Quand on dit le système professionnel, OK, mais de quoi est-il composé? Donc, quelles sont les principales instances, les principaux lieux que nous avons collectivement? Là. Donc, c'est quelque chose qu'on a créé. Mais maintenant, vous l'avez vu, il y a un code des professions, mais à partir de ce code, il y a toutes sortes d'instances et d'institutions qu'on a créées pour mettre en œuvre ce code. Puis c'est cette structure-là que j'ai envie de vous présenter puis qu'on va faire en classe. Et après, vous serez capable de vous poser la question de la pertinence. Donc, est-ce que cette réglementation est pertinente? Puis cette question, elle est importante. Puis pas juste pour le contenu de cours, je dirais pour donner du sens un peu à l'exercice de votre profession. Parce qu'à la fin du module, puis je dirais que ce sera encore mieux à la fin du cours, vous devrez être capable de vous prononcer sur la pertinence de tout ça. Hein? On va vous imposer un code de déontologie, vous devrez vous conformer à toutes sortes de règles, de normes, mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous en connaissez est-ce que vous reconnaissez la pertinence de tout ça ou vous ne faites que suivre les normes, les règles? Hein? Parce que c'est une nuance importante, là. Surtout en matière de respect de normes qui sont imposées. Est-ce que vous allez vous conformer à cette réglementation parce qu'on vous y contraint, là, parce que sinon on va vous punir? Ou est-ce que vous acceptez de vous conformer parce que vous connaissez l'histoire du professionnalisme, parce que vous connaissez les normes, les lois, vous connaissez les valeurs sur lesquelles ces normes sont déposées, parce que vous décidez de vous y conformer, parce que vous saisissez le sens, puis la pertinence et l'importance de ces normes, de ces règles. Puis vous voyez qu'il y a une vraie différence là, entre celui qui décide de se conformer parce qu'on lui impose, puis sinon on va lui donner des sanctions, ou un autre qui, non, moi je m'y conforme parce que j'en comprends le sens, la pertinence,
Puis j'ai décidé de m'associer à cette défense de ce système professionnel. Donc, vous voyez qu'on y travaille depuis quelques modules, là. Donc, sur cette deuxième voie. Donc, saisir la pertinence pour vous prononcer, il faut comprendre un peu l'histoire du professionnalisme de façon à mesurer le sens, au sens ne serait-ce que chronologique de tout ça. Puis, donc, on a exploré cette histoire au module 5, oui, c'est ça. Puis, pour comprendre le sens, puis les valeurs à l'origine du système, je pense que c'était un peu l'objectif. Pas seulement vous expliquer un système qui existe malgré vous, mais vous faire comprendre la logique chronologique de tout ça, replonger dans l'histoire pour comprendre c'était quoi l'idée au début, qu'est-ce que mes ancêtres ou prédécesseurs pensaient de l'exercice de la profession, pourquoi ont-ils mis cette réglementation-là en place. Puis vous avez constaté en plus les problèmes au cours de cette histoire-là, les conséquences aussi sur la confiance du public là, qui sont associés à toutes sortes de problèmes et crises. Je vous en ai raconté quelques-unes. Puis vous avez vu la naissance d'une réglementation. Pas seulement pour le fun. La réglementation a été mise en place pour répondre à tout cela. Là. Répondre aux crises, répondre à la crise de confiance du public. Vous avez vu tout ça et maintenant, vous serez, surtout à la fin du module 6, mieux outillé pour comprendre justement le sens et des valeurs qui donnent sens à cette réglementation. Parce qu'à la fin de ce module, puis je le disais, surtout à la fin du cours, vous devrez être capable, ou du moins être plus compétent pour juger de la pertinence de tout ça. C'est facile de dire, un ordre professionnel, ça vaut rien. Mais attends, ça vaut rien. D'où ça vient? Pourquoi on a mis ça en place? C'est quoi l'histoire du professionnalisme? C'est quoi le système qu'on a créé? C'est quoi les fonctions? Pourquoi? C'est quoi le sens des valeurs qui se cachent derrière tout ça? Puis une fois qu'on a compris tout ça, à ce moment-là, on est capable de juger de la pertinence de tout ça. Les règles sont-elles justes? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Donc ça, vous devriez être capable à la fin du cours de répondre à tout ça. Soit défendre le sens et la pertinence de tout ça ou la critiquer aussi, parce qu'il y a des critiques qu'on peut adresser à ce système. Mais d'abord, vous aviez besoin d'enrichir un peu votre compréhension du système. Vous racontez son histoire, vous racontez ses origines, puis éventuellement, dans le module 6, vous expliquez ce à quoi ça ressemble en ce moment. Donc, son organisation, sa structure, et en ce moment, vous le voyez, là, je travaille sur ce doux terrain de la pertinence. Continuons avec le quatrième objectif dans ce module 6, donc comprendre la structure du système professionnel. Ici, j'en dirai très peu là, dans ce podcast, mais je vous invite à être en classe. Donc, demain, mardi, 12h30, sinon, consultez l'enregistrement de cours. Puis en classe, on va tenter de justement regarder à quoi ressemble l'organigramme de cette structure, justement, là. Donc, définir quelles sont les principales institutions, organisations, qui est au sommet de tout ça. Parce que vous le savez, puis je l'ai dit en classe, au sommet de la grande structure du système professionnel, il y a la ministre responsable du système professionnel. Donc, votre future grande patronne, c'est la ministre qui est responsable du système professionnel. Et savez-vous c'est qui? Savez-vous c'est qui? La ministre qui est responsable du système professionnel en ce moment. OK, l'indice cette semaine, je vous ai donné une piste, là. L'indice, c'est le nom de votre future grande patronne. Donc, la ministre responsable de l'application de la loi sur le système professionnel du Québec. Donc, allez faire vos recherches là, sur Internet, puis écrivez dans n'importe quel moteur de recherche le ministre responsable du système professionnel au Québec, puis vous allez trouver son nom. Puis, vous m'écrivez pour me dire le nom de cette personne. C'est mon aguiche, mon teaser pour cette semaine, là, pour au moins que vous sachiez qui est au sommet de ce système professionnel. Et il nous resterait 2 objectifs à explorer dans l'enregistrement de cours.
et dans les documents qui sont proposés dans l'ENA, d'expliquer sommairement le rôle des principales instances qui composent le système professionnel. Donc ça, c'est un objectif à maîtriser. Donc, quelles sont les principales instances? Êtes-vous capable d'en nommer quelques-unes? Puis de définir leur rôle. Par exemple, si j'avais à vous donner 2 instances, j'en présenterai d'autres en classe, là, mais il y a l'Office des professions en ce moment. Donc, l'Office des professions, là, c'est l'instance qui est au cœur du système professionnel. Donc, c'est l'Office des professions qui assure que les ordres professionnels respectent leur mission. Donc, au-dessus des ordres professionnels, il y a l'Office des professions qui s'assure que les ordres professionnels respectent leur mission, surveillent les membres, mettent en œuvre leur code de déontologie professionnelle, conseillent aussi le gouvernement en la matière. Donc, il y a aussi cette interface-là là, entre le gouvernement et le système et les professionnels en tant que tels. Les ordres professionnels, il y a l'Office des professions. Donc, ça, c'est une des premières instances que je pourrais vous présenter. Une autre pour vous, peut-être la plus importante à connaître, c'est le bureau du syndic. Le bureau du syndic, c'est une personne comme vous qui travaille pour votre ordre professionnel, puis qui s'assure qu'il est là pour veiller que les membres respectent la loi pour les ingénieurs, la loi sur les ingénieurs, qui s'assure que les membres respectent les règlements adaptés au code des professions. Donc, il est là pour surveiller que la pratique professionnelle se fasse dans l'ordre et dans le respect du code de déontologie professionnelle. Donc, le bureau du syndic, si vous voyez des membres autour de vous qui commettent de drôles de gestes maladroits, il faut communiquer avec le bureau du syndic. Puis si le bureau du syndic vous appelle, ça se peut que ce soit pour enquêter, pour avoir, donc vous êtes peut-être même la personne qui a un comportement problématique. Donc, le bureau du syndic, c'est vraiment une instance qui est importante. Et il y en a plein d'autres instances dans le système professionnel. Je vous invite déjà à aller, j'ai donné l'hyperlien sur les notes du cours, allez visiter le site de l'Office des professions. Donc, sur le site de votre ordre, sûrement, là, eux aussi vont pointer vers le site de l'Office des professions. Puis sur ce site, on va vous présenter toutes les instances qui constituent la structure du système professionnel au Québec. Je vais vous présenter ça en classe. Et c'est ça. Dans le podcast, là, je me suis contenté de quelques 2 petites instances, mais il y en a d'autres. OK, dernier objectif de ce module, et c'est un objectif qui est très important, c'est expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc, on a constitué un système professionnel pour protéger le public, donc pour assurer la protection du public. À la fin de ce module, vous devriez être capable d'expliquer comment ce système permet de protéger le public et pourquoi le système professionnel permet d'assurer le public. Donc, vous le voyez, c'est un objectif qui est très récapitulatif. En fait, pour atteindre cet objectif, il faut maîtriser les objectifs du module 5 et les objectifs du module 6. C'est-à-dire être capable d'expliquer comment fonctionne le système professionnel, donc le système, sa structure, ses mécanismes, quelles sont les normes, et être capable d'expliquer pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Pour répondre à la question du pourquoi, il faut retourner à notre maîtrise de quelques notions là, d'histoire, des valeurs, le sens, tout ça, là, ça a été abordé. Pourquoi? À quoi ça sert tout ça? Comment on s'y prend? Et pourquoi il faudrait protéger le public? Ou au nom de quoi on va protéger le public? Qu'est-ce que ça veut dire? On a abordé ces thèmes-là un peu dans cet enregistrement de cours. Et on a vu ça un peu en classe au dernier cours. Et on va voir ça demain, mardi, lors du cours au module 6. Sinon, pour maîtriser ces différents objectifs, qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Venir en classe, écouter le podcast, c'est fait. Aller participer au forum. Il y en a qui ont retardé un peu à participer au forum. Maintenant, là, ça semble quelque chose une saine habitude que vous avez prise. N'oubliez pas de continuer vos travaux d'équipe. Donc, le TP2, ça s'en vient. Partagez votre Google Docs
avec moi. Puis, assurez-vous que j'ai accès à ce document-là. Donc, pas besoin de créer un nouveau document. Là. Je vois qu'il y en a qui tentent de créer un nouveau document. Travaillez dans le même document, renommez ce document-là TP2 s'il le faut, là. Mais essayez de rester dans le même document. Comme ça, moi, ça m'évitera de courir après 22 documents, là, puis je ne sais plus dans lequel vous travaillez. Donc, pour la simplicité de la chose. Sinon, ben, êtes-vous prêt pour votre examen de mi-session? Ben oui, ça s'en vient. L'examen de mi-session, savez-vous à quoi ça va ressembler? Ben non, vous ne le savez pas encore parce que je vais vous l'expliquer. Puis, justement, j'ai prévu quelques minutes pour vous expliquer à quoi ça va ressembler, cet examen de mi-session. OK, l'examen de mi-session du cours éthique et professionnalisme. L'examen de mi-session, il est particulier quand même. Il va se faire en ligne, à distance. Donc, du confort de votre foyer, du confort du café du coin. C'est à vous de voir. Mais c'est à distance, donc ça sera moins stressant. Puis, c'est pas un hasard. Je sais qu'il y en a certains que ça peut être inquiétant pour eux, là, un examen d'éthique là, sur table en classe. Mais justement, l'examen de mi-session, c'est une belle pratique qui va se faire chez vous, à distance. Le contenu, c'est les modules 1 à 6. Donc, l'examen final, là, c'est tous les modules, donc c'est récapitulatif. Mais justement, il faut se donner un moment dans la session où on peut au moins tester vos connaissances sur les 6 premiers modules. Donc, l'examen de mi-session, les modules 1 à 6 inclusivement. Puis, l'examen, il est à distance. Il va être disponible pendant une semaine. Donc, vous pouvez le faire au moment de votre choix pendant la semaine. Donc, pour vous, ce sera à partir de mardi prochain, donc après le prochain cours. Tout juste après le cours, l'examen va être ouvert. Donc, vous y avez accès. Vous allez pouvoir commencer à le faire. Puis, il va être disponible jusqu'au 26 février à 23h59. Donc, s'il vous plaît, n'attendez pas au 26 février, 23h59 avant de faire votre examen. Donc, l'examen, je dis, il est ouvert pendant une semaine. C'est vrai, mais en même temps, il est divisé en 5 parties. Et chaque partie, vous allez avoir 45 minutes pour faire chacune des parties. Donc, les parties, là, d'ailleurs, c'est divisé en 5 parties, là, mais il n'y a pas de lien entre partie 1, module 1, partie 2, module 2. C'est vraiment pas ça, OK? C'est les 5 parties. En fait, j'ai divisé les 5 parties, puis c'est lié au système de qualité de l'ingénieur. Donc, pour vous, là, pas besoin de vous expliquer tout ça. Rappelez-vous que pour répondre à chacune des parties, vous devez maîtriser tous les objectifs des 6 premiers modules. Donc, ouvrez pas la partie 1 de l'examen en vous disant, ben moi j'ai révisé le module 1, je suis prêt. Ça ne fonctionne pas comme ça. Révisez tout, maîtrisez tous les objectifs des 6 premiers modules et ensuite ouvrez la partie 1 de l'examen. Parce qu'une fois qu'elle est ouverte, cette partie 1, vous avez 45 minutes pour compléter cette partie d'examen. Puis à la fin de ce 45 minutes, même si vous fermez votre page ou faites d'autres choses en attendant, le chrono est diminué, puis après 45 minutes, il est soumis automatiquement. Donc, faites attention à ça. Vous avez une semaine pour faire ces 5 parties, mais à chaque fois que vous ouvrez une partie, vous avez 45 minutes. Donc, ce n'est pas le moment d'aller vous chercher un café en cours de route, là. Vous servez un bon café, vous vous installez, puis vous dites, j'ai révisé tous mes objectifs, je suis prêt pour les 6 premiers modules, j'ouvre la partie 1, puis là, j'ai 45 minutes pour y répondre. Le matériel permis, ben tout, là, c'est à distance. C'est à distance, donc ça va être dur de vous empêcher de consulter un contenu. Donc, vous avez accès à tout, tout sauf des anciennes copies d'examen. Donc, la circulation de copies d'examen est interdite. Je sais que ça se fait pour certains cours, pas dans le mien. D'ailleurs, si vous voyez des copies circuler, je l'interdis formellement. Donc, je vous invite à communiquer avec moi si vous voyez des copies qui circulent. Puis, vous avez accès à tout. Donc, vous pouvez même citer du contenu Internet, mais là abusez pas de tout ça. Là. Le but, c'est de puiser, peut-être il vous manque une information, vous puisez dans le contenu de cours, vous allez voir sur Internet, vous retracez cette information-là, puis vous répondez.
et non pas je prends une partie de contenu que j'ai trouvé, que j'ai posé une question à ChatGPT, puis je fais copier-coller. Hein, le but, c'est de vous former, là. Donc, je veux savoir si vous êtes, je veux pas savoir si vous êtes capable de faire des copier-coller ou si vous êtes capable de citer. Je veux savoir si vous comprenez. Puis vous aussi, vous voulez savoir si vous comprenez, parce qu'à la fin du cours, vous allez faire le même exercice, mais sur une table seule, avec un examen sur table, ce sera plus compliqué, donc pratiquez-vous. Vous pouvez même consulter d'autres étudiants. Et là, par d'autres étudiants, je ne veux pas dire que vous pouvez faire l'examen à 20 autour d'une table à la cafétéria du Vachon. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez consulter un ou une collègue, pas 20 collègues. Un ou une collègue. Hein, moi, je l'ai appelé la formule mariage. Bon, c'est peut-être un peu dépassé comme désignation, mais la formule mariage. C'est-à-dire que vous vous associez à une personne, vous faites votre examen en même temps. D'ailleurs, si vous faites votre examen avec cette personne-là, il faut soumettre l'examen en même temps parce que je ne veux pas qu'il y en ait un qui fasse l'examen et qui dise les questions à l'autre. Donc, c'est ça. Vous pouvez consulter tout, y compris un collègue. D'ailleurs, lorsque vous allez ouvrir une partie d'examen, tout en haut, là, ce sera indiqué le nom d'un collègue. Donc, si vous avez fait l'examen avec un de vos collègues, inscrivez le nom. Si vous avez fait l'examen seul, inscrivez votre propre nom. OK? Donc, ça, c'est fait. Consultez tout en ligne, à distance. Quoi d'autre que j'ai dit? Une semaine pour faire l'entièreté de votre examen. 45 minutes par partie. C'est les modules 1 à 6 inclusivement. Donc ça, j'ai dit tout ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux ajouter? Bien, assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet. 45 minutes, ce serait plate que votre Internet lâche pendant ce temps-là. Essayez de le faire avec un vrai PC. J'ai essayé de faire l'examen avec un cellulaire, puis l'affichage est très petit. Pour produire du contenu, c'est pas idéal. Il y a même des questions que j'ai mises où il faut déplacer des objets, puis avec le téléphone, c'est plutôt catastrophique. Donc, un vrai PC. Trouver un vrai PC à quelque part. Sinon, aller à la bibliothèque, il y a des PC qui sont accessibles. Quoi d'autre? Ben, si ça tourne mal, je dirais, ça se peut là, que votre connexion lâche ou pendant les 45 minutes, il arrive quelque chose. Je ne sais pas, mais vous avez oublié quelque chose sur le rond, puis le feu est pris, puis là, vous ne pouvez pas faire votre examen, puis c'est 45 minutes, puis vous paniquez, puis là, vous m'écrivez plein de courriels avec des mots, des points d'exclamation. Non, non, restez calme. Il n'y aura pas de problème avec moi. Hein? Donc, s'il y a un problème technique, parce qu'il y a toujours des problèmes techniques. C'est déjà arrivé, ça se peut que ça se reproduise. Si ça se passe, soyez calme. Faites des saisies d'écran là, pour documenter ce qui est en train de se passer. Puis moi, j'ai accès à un historique aussi. Là, je peux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec votre branchement, à quelle heure, puis ça a lâché quand. Donc, il y a moyen de valider ce que vous allez affirmer. Puis voilà, les plantages, ça existe, mais en même temps, paniquez pas si ça arrive. On va trouver ensemble une solution. C'est pas vrai que vous allez être pénalisé pour un problème technique. Le but, c'est de mesurer vos connaissances et non pas de mesurer vos connaissances, compétences techniques. Donc, voilà. Sinon, vous pouvez communiquer. Si je ne réponds pas assez vite, il y a un problème technique, vous pouvez communiquer directement avec le CISTIP, là, donc le Centre de services en technologie, informatique et pédagogie. J'oublie toujours l'acronyme. Leur numéro de téléphone 656-5222, mais vous pouvez communiquer rapidement avec eux. Mais sinon, paniquez pas. Donc, vous faites votre partie, il y a un problème, prenez ça en mémoire, faites des saisies d'écran, documentez le problème, puis on trouvera ensemble une solution. Voilà, OK, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine en classe pour votre dernier cours, parce qu'il y aura un dernier cours avant l'examen de mi-session, puisque l'examen de mi-session se fera à distance de votre foyer. Donc, on se revoit la semaine prochaine en classe, sinon, ben, en podcast. Sinon, ben, on lâche pas. Courage, continuez de progresser à votre rythme. Prenez soin de vous. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.